7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM. Pour le grand kawa aujourd'hui, on va commencer par un kawa brûlant servi par un bon vieux réax kawa qui a dénigré et rabaissé Rachida Dati, la ministre de la Culture, en lui attribuant l'étiquette de petite beurette, la grande classe. Et puis, mon kawa sans filtre n'a jamais aussi bien porté son nom. Mon invitée est une femme politique, reine de la punchline et souvent initiatrice de débats, voire de polémiques. Quand on prononce son nom, en fait, il y a deux réactions, il y a deux écoles. Soit c'est l'adulation en mode fan aveuglé, oh je l'adore. Soit à l'inverse, c'est le rejet total, oh non elle va trop loin, je la déteste. C'est ce qu'on appelle une personnalité clivante, disons-le, peut-être la personnalité politique la plus clivante de France, en tout cas à gauche. Mais en politique, c'est loin d'être un défaut. Son nom est aujourd'hui plus puissant que son parti. C'est une marque. On dit qu'elle a des ambitions présidentielles. Bienvenue à la députée écologiste de Paris, Sandrine Rousseau. Vous êtes un peu d'accord avec ma présentation? Elle est un peu succincte, c'est vraiment un mini Wikipédia. Elle est un peu... orientée un peu à la hache, ouais. D'accord, ça commence bien. Vous aimez le kawa ou pas? Vous en prenez? J'adore. D'accord, sans sucre? Sans sucre. Bon, je vais débuter par un kawa brûlant qui risque de vous faire vivement réagir, Sandrine Rousseau. Lundi dernier, sur le très sérieux plateau de C'est dans l'air, le multirécidiviste Yves Tréhard, éditorialiste au Figaro, se lance dans une analyse qu'il croit sociologique de la réussite de Rachida Dati, mais que je qualifierais aisément de raciste. Interrogé sur une candidature de Dati à la mairie de Paris, il assène sans complexe, cool Raoul, tranquille Nabil. Il y a aussi des gens qui s'identifient à elle parce que c'est la petite beurette qui est montée dans les échelons qui a réussi et elle séduit beaucoup. C'est un perfect. Il y a tout dans cette sortie. Décryptons. 1. Il y a aussi des gens qui s'identifient à elle, ce qui laisse entendre que seuls celles et ceux qui lui ressemblent pourraient s'intéresser au vote Dati. En clair, attention, les Arabes pourraient voter pour elle sur le critère exclusif de ses origines. Bon, c'est très très bête, car faut-il rappeler qu'elle est élue dans l'un des bastions de la droite bourgeoise et traditionnelle en France, le 7e arrondissement de Paris, où le socle de son électorat ne s'appelle pas Karim. Et rappelons que son mentor est Nicolas Sarkozy, chantre de la parole décomplexée de droite, avec ses célèbres Karcher, Racaille, la France tu l'aimes ou tu la quittes. Ouais, je fais un peu d'imitation, Kim. Ou les moutons égorgés dans la baignoire. En qualité d'idéologue du Figaro, le brillant Yves Tréhard aurait dû s'en rappeler. Penchons-nous sur la suite. C'est la petite beurette qui a gravi dans les échelons, partie de son analyse la plus choquante. La petite beurette, terme, rappelons-le, qui est le fruit d'un héritage colonial, fantasmant la femme maghrébine et arabe et la réduisant à un objet de désir lié à sa condition d'indigène. Ce même mot est d'ailleurs régulièrement en tête des recherches des sites porno et probablement également à la première place des obsessions de notre éditorialiste du Figaro. Rachida Dati est donc ramenée à cette image ultra sexiste au relent néocolonialiste. Dans cette formule, penchons-nous aussi sur l'expression qui a gravi les échelons. Cette beurette donc se serait employée de manière arriviste, voire illicite, pour atteindre les sommets de l'État, car ne nous y j'ai du mal avec Yves Tréhard, dès qu'il y a Yves Tréhard dans les phrases, car ne nous y trompons pas, gravir les échelons, apposer à petite beurette, renvoie de manière à peine subtile à la promotion canapé, et oui, pauvres arabes et femmes, forcément c'était le seul chemin possible. Et au cas où cette allusion mal camouflée serait mal comprise, il nous amène carrément sur le terrain des rencontres sentimentales. Il ajoute, et elle séduit beaucoup. Encore une fois, Yves Tréhard croit pouvoir jouer, la double compréhension. Pour se défendre, il pourrait très bien arguer que séduction est à comprendre au sens politique et électoral. Mais dans cette phrase très connotée, l'usage de ce mot vient surtout confirmer le fond de sa pensée sur cette sortie-là, raciste et sexiste. Le ton désinvolte et son aplomb accentuent l'effet décomplexé. Mais le plus glaçant dans cette séquence, c'est ce qu'on ne voit pas et ce qu'on n'entend pas. L'absence de réaction sur le plateau. Comme si cette remarque était la seule explication évidente et implacable de la trajectoire de l'ancienne garde des Sceaux. Dans cette séquence, la vision d'Yves Tréhard, pour expliquer la popularité de Dati, l'emporte sur le passé de magistrate de Dati, sur sa réussite de porte-parole de campagne, sur son passage au ministère de la Justice ou encore ses larges victoires au municipal. Constat objectif qu'on soit de son bord ou pas, ce qui n'est pas mon cas, je le confesse. Depuis que j'ai commencé ici à Beurre FM, Kim, semaine après semaine, je n'ai malheureusement pas eu à faire beaucoup d'efforts de créativité pour trouver des thèmes de chronique sur le thème du racisme anti-arabe. On avait évoqué ici les descentes d'activistes d'extrême droite dans les rues en France pour chasser de l'arabe. On avait plusieurs fois parlé de ce jardinier Mourad attaqué au cutter Carbougnoul. On avait analysé l'émergence d'un présumé racisme anti-blanc initié par les Maghrébins de France ou encore nous avions décrypté les accusations
du ministre de l'Intérieur qui avait fait enfiler à Karim Benzema l'ami de proche des frères musulmans. Le point commun, à chaque fois, l'arabe ou le musulman est désigné comme le grand méchant loup d'une société qu'il dérégulerait par ses mœurs et sa sauvagerie. Alors pour finir, je voudrais rappeler les mots de Robert Badinter, qui vient de nous quitter, l'ex-avocat et garde des Sceaux, que toute la classe politique continue de saluer aujourd'hui et qui avait comparé la parole publique concernant les juifs français jadis à celle stigmatisant les musulmans aujourd'hui. Il avait supplié d'en finir avec ça, que son vœu puisse être exaucé, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah, merci. Alors, est-ce que c'est une petite beurette, Rachida Dati, qui a gravi les échelons et qui séduit Sandrine Rousseau, qui est notre invitée aujourd'hui? Bonjour, mais certainement pas. Et ça, ce sont des propos qui sont sexistes et racistes. Et évidemment, tout cela est un délit. C'est-à-dire, il n'y a pas d'opinion raciste et sexiste possible. Ce sont des délits qui sont sous le coup de la loi. Et en fait, il est absolument incroyable qu'un journaliste d'un quotidien français parmi les plus importants, Figaro, quand même. le Figaro, puisse sortir ça sans même se rendre compte de ce qu'il est en train de dire. C'était dire à quel point, en fait, on a un sexisme et un racisme intériorisé, quoi. Donc, sur ces sujets-là... Donc Rachida Dati, je ne suis pas d'accord avec vous sur bien des choses, mais il y a une chose sur laquelle je vous soutiendrai toujours, c'est les attaques dont vous ferez l'objet. C'est-à-dire que sur ces sujets-là, les attaques racistes, les attaques sexistes, les agressions sexuelles, il n'y a pas de clivage, on va dire. Non. Vous êtes d'accord, vous? Non, puis là, quand on ça attaque, fait exploser vos clivages politiques. Bien sûr, puis dès qu'on attaque une femme politique, on les attaque toutes en réalité. Hein. Donc là, et Rachida Dati, elle en a quand même subi beaucoup. Donc non, il n'y a pas de sujet là-dessus et je serai toujours en soutien. Et d'ailleurs, je pense que c'est réciproque. Donc merci. Ah ben voilà, une déclaration d'amour là, c'est le grand écart politique là, gauche, droite, macroniste. Non, on reste opposante politique hein, et pas qu'un peu. Avec Sandrine Rousseau, et on va ouvrir avec une question d'actu. Le ministre de l'Intérieur a annoncé vouloir mettre fin au droit du sol à Mayotte avec, on va dire, le consentement d'Emmanuel Macron. Que vous inspire cette mesure choc? Parce que je souris, mais c'est pas très drôle. Après la préférence nationale, voici un autre principe de l'extrême droite consacré. Moi, j'en pense que du mal. Je pense que à partir du moment, déjà sur le fond, à partir du moment où vous limitez le droit quelque part en France, eh bien, c'est une ouverture pour le supprimer un peu partout en France. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a une suppression ou un recul de nos libertés publiques, ça a commencé par un territoire ou un cas particulier. Et puis, en fait, ça s'est étendu. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est totalement électoraliste parce que c'est pas vrai que les femmes viennent accoucher à Mayotte. Donc, parce que le droit du sol, c'est pour les enfants qui naissent sur Mayotte. Or, il n'y a pas de femmes qui arrivent massivement enceintes à Mayotte, ça n'est pas du tout le cas. Et puis la troisième chose, c'est que, moi je le pose, mais j'en ai vraiment marre, mais j'en suis très inquiète, de ces clins d'œil envoyés à l'extrême droite de manière... C'est des clins d'œil, de manière conséquente, de manière régulière. Et en fait, à un moment, c'est quoi le but, quoi ? C'est quoi le but ? C'est parce qu'ils se couvrent derrière l'idée qu'ils vont aller chercher les électeurs d'extrême droite. Mais je rappelle cette phrase de Jean-Marie Le Pen, c'est que les gens préfèrent toujours l'original à la copie. Et que là, ils soutiennent les personnes d'extrême droite dans l'hémicycle. Ils posent leurs mots, ils citent leurs auteurs. Enfin, quand est-ce que ça va s'arrêter, en fait ? Et quelle est leur responsabilité dans la montée de l'extrême droite ? Emmanuel Macron, je rappelle, n'avait qu'un seul mandat. C'était de faire barrage à l'extrême droite. C'est pour ça qu'il y a eu des voix de gauche qui se sont reportées sur lui. Et en fait, il n'avait que celui-ci. Et c'est le seul qu'il ne respecte pas. Là, maintenant, il y en a marre de faire cette espèce de danse de l'amour à l'extrême droite. Ça suffit. Ça suffit. Et vraiment, et je le dis, pardon, mais oui, parce que moi, je suis inquiète de la situation politique en France et qu'on joue pas avec ça, en fait. On joue pas avec l'extrême droite qui a non seulement évidemment dans son logiciel politique le racisme, l'antisémitisme, mais aussi cette espèce de suprémacisme. Enfin, je veux dire, l'extrême droite, c'est profondément le suprémacisme. Est-ce que c'est ça notre projet politique en France ? Est-ce que c'est ça qu'on va flatter ? Est-ce que c'est ça qu'on va séduire ? Ça suffit maintenant. Alors justement, la victoire du RN aux européennes semble si évidente qu'on ne parle même plus d'une éventuelle victoire ou pas, mais de son ampleur, de l'ampleur de la victoire de la liste de Jordan Bardella. Est-ce que c'est aussi la faute de la gauche ? Parce que quand l'extrême droite est aussi puissante, on peut dire aussi que la gauche, soit elle est absente, soit elle n'arrive pas à s'entendre, soit elle est inaudible. Non mais bien sûr, c'est de notre faute. Non mais bien sûr, on a tous une responsabilité là-dedans et je vais pas... Évidemment.
Mais à un moment, c'est pas nous qui sommes au pouvoir. Et oui, on peut ne pas être sur une liste unique, ce qui est un regret pour moi. On peut avoir des mots avoir des mots maladroits sur les réseaux, etc. Tout ça, c'est possible. Mais à la fin nous, jamais on va sur le terrain de l'extrême droite, jamais. Donc voilà, oui, on a une responsabilité. Il y a eu un vote commun, NUPES, Rassemblement National, pour la motion de défiance, et vous avez applaudi ensemble. Pardon, mais c'est mon métier, je rappelle les faits. Non, mais il y a plein de moments dans l'Assemblée où, quand on a proposé des lois, quand on a fait des motions de rejet, quand on a fait des motions de défiance, l'extrême droite a voté avec nous, contre le gouvernement. Mais ça, je veux dire, on va pas chercher les lois d'extrême. Moi, je peux vous dire, j'ai fait passer une proposition de loi dans l'hémicycle. Jamais je ne suis allée chercher les lois, les voix d'extrême droite. Jamais je ne discute même avec un député du Rassemblement national. Non, jamais. Donc en fait, je veux dire, je n'ai aucune espèce de compromission avec eux. Après, je peux pas retenir leurs mains au moment où ils votent, ça c'est carrément pas possible. Mais par contre, jamais je ne suis allée chercher dans les mots, dans mon attitude ou même dans le fond politique, jamais je ne suis allée chercher les voix de l'extrême droite. Donc en fait, ça fait quand même une différence. Le problème de la gauche, c'est clairement l'union ou l'absence d'union. Quelle personnalité politique dans votre camp, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un camp à gauche, mais quelle personnalité politique peut rassembler? Vous aimeriez incarner ça, vous, ou pas? Je voudrais qu'il y ait un rassemblement, ça c'est sûr. Et je pense que l'erreur que nous faisons à gauche, c'est de penser que ça se fera derrière une personne. Et je pense que c'est vraiment ça l'erreur que l'on fait. Parce que si vous dites ça se fait derrière un tel ou derrière une telle, et ben immédiatement il y a la moitié de la gauche qui ne suit plus. Donc en fait, ce qu'il nous faut inventer, à mon avis, à gauche, c'est une manière de faire de la politique différente en équipe. Et oui, à un moment donné, il faudra une incarnation, mais ce qui sera plus important, c'est l'équipe. Et en fait, là, c'est ça que j'aimerais que les partis politiques règlent en se mettant autour de la table, en discutant, c'est commencer à constituer les conditions d'une équipe et d'une équipe solide. Et en fait, si on arrive à ça, à un moment donné, vous voudriez être la capitaine de cette équipe ou pas en 2027? Allez, je suis cash. Non mais je sais que c'est loin, mais j'ai l'impression que ça s'organise déjà dans certains partis, que la gauche est en retard. Non mais c'est vrai que c'est loin, c'est vrai que ça s'organise, mais en fait, je crois aussi que c'est ce qui fait qu'on déteste la politique, c'est qu'on a l'impression que les personnes qui font de la politique le font uniquement pour elles-mêmes, pour leur carrière, pour leur poste à venir, et pas pour les personnes qu'elles représentent. Là, je suis élue à l'Assemblée nationale pour porter la voix des gens, et permettez que je fasse ça, quoi. Enfin, modestement, aussi bien que je puisse le faire, aussi mal aussi parfois, mais que je fasse ça. C'est-à-dire que je porte cette voix-là. Vous êtes sur le terrain, vous labourez le terrain, comment dire. Vous avez participé, autre sujet, vous avez participé à l'hommage national aux victimes du 7 octobre. Faut-il un hommage aux 30 000 morts de Gaza, aux enfants tués à Gaza? Parce que c'est vrai qu'il y a eu cette question qui a émergé, il y a eu beaucoup d'auditeurs qui sont posés cette question aussi. Oui, et aujourd'hui, on n'a pas les mots suffisamment forts pour dire à quel point ces 30 000 morts sont inacceptables, à quel point l'Europe est absente dans ce conflit israélo-palestinien, et à quel point elle nous manque, cette voix de l'Europe, parce que les États-Unis sont embourbés dans leur conflit et dans leur démocratie qui s'affaiblit, qui se délite avec les extrêmes et sous la coupe de Trump. Et en fait, l'Europe a un rôle à jouer et elle n'est pas là. Et alors même qu'il y a des enfants qui sont tués tous les jours, que la population civile est en première ligne de ce conflit, meurt sous les bombes, qu'aujourd'hui la situation à Gaza est d'une gravité extrême, et en fait on ne nous entend pas là-dessus. Et là il y a une offensive terrestre qui commence, qui est envisagée sur Rafah. Il y a plus de 50% de la population de Gaza qui est réfugiée à Rafah. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer là? Mais vous aimeriez un hommage ou pas en France? Oui, je voudrais un hommage évidemment aux victimes de Gaza, de la même manière qu'on a eu. On sent que cette question du Proche-Orient, c'est le casse-tête de la gauche. Il y a quand même chez vous. Non, c'est pas un casse-tête. Je ne sais pas s'il y a eu des fissures, en tout cas médiatiquement, ça n'a pas profité, on va dire, à la gauche qui, semble-t-il, comme ça d'extérieur, a du mal à se positionner. Alors, je pense pas qu'on ait du mal à se positionner. Je pense qu'on cherche tous la paix, en fait, là-dedans. Et les conditions de la paix. Et qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus difficile à trouver. La présence de cet hommage, par exemple, vos collègues de la France Insoumise n'étaient pas forcément les bienvenus. Vous aussi, vous avez dû subir quelques critiques. C'est quand même, ça dit quelque chose. Je trouve que c'est bien qu'ils y soient allés. Et je trouve que c'est bien que nous y soyons tous allés à cet hommage. Et maintenant, oui, il nous faut des mots forts sur Gaza. Il faut arrêter l'escalade vis-à-vis de la population palestinienne. Et il faut réaffirmer que
la paix est la seule solution que nous pouvons trouver, et remettre les personnes autour de la table, et que cette paix ne pourra pas se trouver s'il n'y a pas un cessez-le-feu. En fait, c'est aussi simple que ça. Et où est l'Europe là-dedans ? Elle est inexistante. Et moi, c'est vraiment mon problème aujourd'hui. Une Europe qui ne sert pas d'agent de la paix sur un conflit aussi important que celui-ci, eh bien, quelle est son utilité ? Si c'est juste pour être une zone de commerce, une zone d'échanges commerciaux, cela n'a pas d'intérêt, je le dis. Donc, en fait, aujourd'hui, on doit retrouver cette voix forte de l'Europe, et particulièrement en plus à un moment où celle des États-Unis devient inaudible, en fait. Retour en France, Gabriel Attal, le tout nouveau Premier ministre, qui assume son homosexualité dès son discours de politique générale. C'est moderne ou c'est un coup de com'? C'est les deux. C'est les deux, c'est à la fois moderne, oui, un Premier ministre homosexuel qui l'affirme, que ce soit pas un sujet, c'est très bien, enfin voilà, saluons ça quand même. Après, c'est évidemment un coup de com'. Ah oui. C'est pas un procès d'intention, ça, peut-être qu'il avait envie de le dire, le partager, d'être... Oui, mais je pense qu'il l'avait déjà dit, je pense qu'il l'avait déjà dit. À l'Assemblée, comme ça, il y avait quand même quelque chose de très fort. Non, mais bien sûr, c'était très fort, et c'est très bien que ça se soit passé comme ça, c'est très bien que ça arrive, très bien, vraiment, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Après... la question, c'est aussi quelle politique va-t-on faire sur les droits humains, sur les droits sociaux et sur les droits sociétaux ? C'est-à-dire, est-ce que l'homosexualité qu'il a posée dans l'Assemblée nationale et de manière très forte et très affirmée, eh bien, est-ce que ça lui servira aussi pour protéger les personnes ? Eh bien, telle est la question. Le 23 février prochain aura lieu la cérémonie des Césars, encore une fois marquée par les témoignages d'agressions sexuelles et de viols dans le cinéma. Je parle notamment des accusations de Judith Godrèche à l'encontre de Benoît Jacot et Jacques Doyon. Faut-il effacer de notre patrimoine les œuvres de ces réalisateurs qui seront jugés peut-être pour ces faits ? Alors moi, je ne suis pas pour qu'on supprime les œuvres, mais par contre, je suis pour qu'on les contextualise. Je ne suis pas pour qu'on supprime les Picasso, mais je suis pour qu'on mette à côté des œuvres de Picasso ce que cette femme a subi pour être aussi déstructurée sur ce tableau. Je ne suis pas pour qu'on enlève les œuvres de Gauguin, mais je suis quand même pour qu'on dise qu'il avait des supposément compagnes, et je mets des gros guillemets autour de ça, de 13 ans. Donc en fait, je veux dire... Là maintenant, il faut qu'on contextualise, c'est-à-dire c'est pas l'œuvre au-dessus de tout, c'est l'œuvre et l'artiste est l'homme, et donc on doit contextualiser. Je veux juste dire combien je salue et combien je suis admirative du courage des femmes qui parlent aujourd'hui, de toutes les femmes, et je sais qu'on m'accuse beaucoup d'avoir un regard partial, ce qui est absolument incroyable, parce que même quand c'était dans ma famille, j'ai toujours soutenu les victimes et dénoncé l'absence de sanctions. Je dirais indignation à géométrie variable. On se dit, quand c'est son camp, la NUPES, elle met plus de temps à réagir. Par exemple, sur l'affaire Gérard Miller, quelle est votre position ? Je vous ai pas c'est très clair, en soutien absolu des victimes et en soutien du courage de leurs paroles, et merci pour cette parole et bravo de l'avoir posée. Et il y a pas de sujet, en fait. Et je peux vous dire que quand ça a été l'affaire Quatennens, ça m'a coûté aussi d'avoir cette position, pas personnellement, mais que c'était difficile de l'avoir. Bon voilà, vraiment là-dessus, je pense pas qu'on puisse me reprocher d'avoir deux positions différentes en fonction du fait que ce soit dans mon camp ou pas, d'ailleurs même dans mon propre parti. Maintenant, ces paroles-là doivent être entendues, respectées, suivies des faits, de justice, de condamnation. Enfin, il faut aussi que ça suive. C'est-à-dire, c'est pas que ma parole à moi ou la parole de X ou d'Y qui a de l'importance. C'est que toute la machine institutionnelle se mette en œuvre pour entendre ces femmes, respecter leurs paroles et faire en sorte que ce soit suivi de sanctions. Vous êtes fière aujourd'hui d'être en quelque sorte je dirais presque la représentante pour ces combats. C'est vrai que quand il y a ces sujets, on pense à vous, on dit vous allez peut-être être la porte-parole de ces causes ou de cette cause. C'est pas. Vous êtes identifié comme ça, pardon. Oui, mais déjà c'est un combat et je l'assume et je le revendique. Et oui, c'est un combat que je mènerai jusqu'au bout, que je ne lâcherai pas. Et est-ce que j'en suis la représentante ? Je ne pense pas. Je pense que toutes ces femmes qui parlent en sont les représentantes. Et oui, vive MeToo, c'est une révolution féministe. C'est quelque chose d'extrêmement puissant en fait. Le fait qu'on ne puisse pas violenter le corps d'une femme sans que ça ait des conséquences, c'est quelque chose que finalement depuis 2000 ans, sans doute était-ce quand même dans les fondements même de notre société. Donc là, c'est quelque chose de très révolutionnaire en réalité. Donc vive ce mouvement, bravo aux femmes, vive ce mouvement et soutenons-le massivement.
Je reviens à un sujet plus lié à moi, un spectre qui me terrifie. 39 personnes de l'ultra-droite viennent d'être interpellées pour des risques de violence. Alors certaines ont été relâchées depuis, ils sont fichés S. Et malgré ce que dit l'extrême droite, on sent cette menace, la menace du retour des ratonnades bien réelle. Qu'est-ce que ça vous inspire aussi ? Ça m'inspire qu'aujourd'hui, la violence de la société vient beaucoup de l'extrême droite. Enfin, je le pose comme ça, vient beaucoup de l'extrême droite. Et je crois que on ne mesure pas dans le débat politique, dans le débat médiatique, à quel point elle vient de cette extrême droite. J'avais lu que la moitié des projections d'attentats de l'extrême droite avaient été déjouées en France, dans toute l'Europe. C'est-à-dire que la moitié des attentats venaient de France. Et moi mais comme vous, qui subis en direct cette violence par des menaces, en fait, elle est omniprésente. Et aujourd'hui, elle est tellement présente qu'elle nous interdit le débat politique là-dessus. Et ça, je pense que ça fait partie des alertes que nous devons avoir. C'est que oui, nous devons poser le fait que l'extrême droite est violente dans sa manière d'être, dans ses racines, dans sa manière de penser le monde, et que oui, cette violence est raciste et sexiste et homophobe aussi, et en fait, on ne peut pas avoir de tolérance vis-à-vis de ça, on ne peut pas avoir de complaisance vis-à-vis de ça, jamais. Et j'ai une dernière question pour conclure. Sandrine Rousseau, on a beaucoup d'auditeurs qui aiment beaucoup la viande. Oui. Même un animateur qui est en face de vous. Et c'est vrai. Mais de qualité. Voilà, si vous voulez gagner peut-être un électorat, comment les convaincre ? Soit de manger moins, soit de manger différemment. Mais je dis pas que c'est culturel parce que c'est englobant et c'est essentialisant de dire ça. Mais comment convaincre peut-être des personnes qui adorent la viande, comme Kim ? D'ailleurs, petite précision, Asdin m'a invité hier pour un barbecue. Donc voilà, ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est le temps pour le barbecue. La viande, c'est dans les gestes individuels que l'on peut faire, et je rappelle que la transformation écologique ne peut pas se faire uniquement sur la base de gestes individuels. Mais dans les gestes individuels que l'on peut faire, celui qui a le plus d'impact, qui est le plus facile, que l'on soit riche ou pauvre, que l'on soit homme ou femme, que l'on vive en campagne ou en ville, c'est de diminuer la viande. Et toutes les analyses nous disent qu'il faut diminuer la viande de 80%. Je rappelle qu'on peut continuer à en manger, mais 20%. Que historiquement, les humains ont mangé beaucoup moins de viande et qu'en fait, nous étions quand même très heureux. Et je veux dire aussi qu'à chaque fois qu'on achète de la viande pas chère, et je sais que beaucoup de personnes mangent cette viande et achètent cette viande précisément parce qu'elle n'est pas chère. Je rappelle qu'elle vient d'élevages extrêmement intensifs, qu'elle vient d'élevages où il peut y avoir 200 000 poulets, où il y a 80 000 porcs. C'est-à-dire en fait des élevages où les animaux ne sont pas respectés, où les humains qui travaillent auprès de ces animaux ne sont pas respectés non plus parce qu'ils sont dans des conditions de travail qui sont extrêmes en matière de pénibilité et de souffrance au travail. Et donc en fait diminuer la portion de viande dans nos plats, c'est aussi respecter les animaux, mais respecter les humains qui travaillent dans ces abattoirs. Et donc, voilà, je veux juste le dire parce que, oui, c'est un geste à la fois civique, citoyen et écologique, et qu'en fait, c'est important. Bon, le porc, c'est pas nous. Hein. Ouais, oui, c'est vrai. On est innocent là, pour le coup. Ouais, par contre, la viande dans le couscous, c'est moi. Mais on peut parler des veaux qui n'arrivent pas à se tourner dans leur cage, on peut parler des poulets, on peut parler du bœuf. Vive le méchoui vegan, apparemment. Voilà. Oh là, ça sera vérifié. Hein. Prochain débat. On invitera Madame Rousseau avec un méchoui vegan, ça peut le faire. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM.